Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'info dans le Berry. Nous sommes le 5 décembre et au sommaire de ce journal, 22 salariés sur la touche à Châteauroux, une histoire qui se termine mal pour la société nouvelle Le Flocage. Suite à un incendie dans les locaux en juillet dernier, l'entreprise est obligée de fermer ses portes. Michel Rocard était à Châteauroux hier soir. L'ancien Premier ministre clôturait le mois de l'économie sociale et solidaire en région Centre. La grogne contre la réforme des rythmes scolaires se poursuit. Une nouvelle grève avait lieu aujourd'hui à Châteauroux avec une faible mobilisation. Et enfin, le Diamant Noir sera la star du Pepsi dimanche 22 décembre. Notre invité, Daniel Lavenu, le président de l'association Truffe Lentilles-Vertes du Berry, nous parlera de ce marché tant convoité. La performance, c'est son dada. Laurent Fortin nous accompagne tous les jeudis. Bonjour Laurent. Bonjour Sarah. Vous allez devoir être performant ce soir. Ah oui, j'ai Gros l'impression. menu, un gros menu. Ce qu'il y a, c'est que vous me mettez une drôle de pression. Elle a un menu des paysans. Oui, on va retrouver notre coureur de l'extrême, Aurélien Simonet, revenu du désert marocain. Et puis ensuite, nous aurons un agenda sportif XXL. Très bien. Bon, on reste. Vous ne restez pas avec nous, mais on se retrouvera après le journal. À tout à l'heure. Elle voulait redémarrer son activité le plus rapidement possible, mais la société nouvelle, Le Flocage, installée à Châteauroux, n'a pas trouvé de solution. En juillet dernier, un incendie frappe la société, 1000 mètres carrés sont détruits et les 22 salariés contraints au chômage technique. Mais depuis, l'avenir s'est assombri pour la société. Le point avec Laurent Mabed et Mathilde Pinault. C'était la dernière entreprise française à fabriquer du flocage, cette matière utilisée pour l'impression sur textile. Fin décembre, la société nouvelle Le Flocage, installée sur le site Balzan à Châteauroux depuis 1962, aura cessé toute activité, laissant 22 personnes sur le carreau. Depuis le 16 juillet et un incendie qui a ravagé une grande partie des locaux, l'entreprise vivait au ralenti. Hier, la mauvaise nouvelle est tombée pour les salariés. La maison mère installée à Laval a mis fin au suspense et annoncé la fin de l'activité. Il y a de la colère, effectivement, il y a de la colère parce qu'on ne peut pas redémarrer une activité, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir 22 salariés qui vont se retrouver au chômage, avec des gens qui vont sur 50 ans, qui ont 30 ans d'ancienneté, qui ont toujours travaillé ici. Et pour eux, ça va être extrêmement difficile de retrouver du travail. 15 et 18 salariés sont au chômage depuis le 16 juillet. Il y en a même qui n'ont jamais travaillé depuis le 16 juillet. Aujourd'hui, la responsable du site est très remontée contre la municipalité de Châteauroux, qu'elle accuse d'avoir rien fait pour soutenir l'entreprise, et pointe un mail maladroit parvenu par erreur jusqu'aux actionnaires, dans lequel Gilles Avrousse, directeur de cabinet du maire, souligne qu'ils n'ont que deux possibilités, partir ou fermer. On était sûr qu'on allait redémarrer septembre, octobre. Jusqu'à hier, les salariés espéraient encore quelque chose, quoi. Ce mail, effectivement, il a pesé et il pèsera beaucoup dans la balance. Et il a pesé dans la balance de la décision de la direction. C'est extrêmement maladroit, mais je pense qu'arrivé à un certain stade, il ne faut pas être maladroit. Il faut faire attention à ce qu'on dit et surtout à ce qu'on écrit. Une attaque qui passe très mal à la mairie de Châteauroux. Ce matin, une conférence de presse a même été organisée en urgence afin d'apporter quelques précisions. Je peux comprendre et même pardonner l'attitude actuelle de la directrice du flocage, compte tenu de ses difficultés et d'une affaire qui était en dépôt de bilan et qui ensuite a brûlé. Depuis 2007, il y a une série de réunions, d'entrevues, de propositions. Ça se chiffre par dizaines. Jamais la ville a engagé autant d'énergie auprès d'une entreprise que le flocage. Et c'est précisément celle-ci qui nous reprocherait finalement notre inutilité face à leurs problèmes. On l'aura compris, vu le contexte économique, personne n'est prêt à assumer la responsabilité de 22 pertes d'emplois, du personnel qui aura bien du mal à se recaser dans le département. Les rythmes scolaires font toujours débat. Les syndicats SNUIPP, FSU et CGT Éducation 36 avaient appelé à la grève aujourd'hui. Ils plaident toujours pour une autre réforme des rythmes scolaires. À noter une faible participation générale dans le premier degré, 23% au niveau national. Le rectorat d'Orléans-Tours estime une participation de 20% pour la région et de 10% dans l'Indre.
La ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, Cécile Duflot, sera en déplacement demain dans le sud de l'Indre. Elle se rendra précisément à Gargilès-Dampierre où elle rencontrera la population et échangera sur le thème du pacte rural pour l'égalité des territoires. La solidarité au défi de l'efficacité, l'économie sociale est une alternative au capitalisme, mais elle est trop silencieuse. C'est l'un des messages que Michel Rocard a fait passer hier soir à Châteauroux. L'ancien Premier ministre a donné une conférence en clôture du mois de l'économie sociale et solidaire. À l'aube d'un nouveau projet de loi, Michel Rocard a expliqué son combat pour que ce secteur soit reconnu. Vincent Billy. Je découvre des partis puissants. Entre 2006 et 2012, en région centre, l'économie sociale a créé 26 000 emplois, pendant que le secteur marchand en détruisait 30 000. Un constat qui justifie de soutenir cette alternative au capitalisme, en proie à l'une des plus graves crises mondiales dont il ne se sort pas. Michel Rocard l'affirme, l'économie sociale est déjà une autre manière de penser et de faire. Elle est plus stable. Elle ne sait, dans sa branche financière et mutualiste, jamais laisser aller dans ces domaines. Mon souhait, c'est non seulement qu'elle grandisse plus vite, mais qu'elle le dise plus fort. Mon message aux hommes, aux femmes de l'économie sociale, c'est vous êtes presque trop silencieux. Vous travaillez tranquillement chez vous, efficacement, pas de faillite, pas de scandale, pas de trucage. C'est pas mal l'économie sociale, c'est calme, ça inspire confiance, ça marche bien, mais ça n'a pas la place que ça mériterait. Pendant que tout le reste, l'économie capitaliste pure va très mal. C'est 10% des emplois en France. Il y a donc intérêt à ce que l'État aide le secteur. Mais le législateur ne peut pas tout faire, explique le créateur du premier Conseil supérieur de l'économie sociale. Les fédérations coopératives doivent aujourd'hui relever le défi d'une autre économie tout en restant performantes. Les mouvements d'économie sociale, eux n'ont jamais cru à la révolution, à tout casser, au changement massif. Ils ont toujours cru aux petits pas progressifs, tranquilles mais sûrs. Sécurité, c'est au fond la garantie fondamentale qu'il y a derrière l'économie sociale. Voilà pourquoi je m'y suis attaché. Avec le président de la Mutualité française et les représentants des mouvements de l'économie sociale en région, Michel Rocard a exprimé son point de vue avec toujours beaucoup d'humour, parfois même d'autodérision. Son franc-parler a séduit près de 300 personnes hier soir à Châteauroux. Président de la coopérative, président du syndicat. Et c'est peut-être aussi une autre formule pour contrer la crise. Un groupe BNI vient de se créer dans l'Indre. BNI pour Business Network International, le principe générer du chiffre d'affaires grâce au marketing du bouche à oreille, une méthode à l'américaine qui fait ses preuves et qu'une vingtaine de membres met en place localement. Comment ça marche? La réponse avec Vincent Billy. Donc un petit mot sur la naissance du groupe. La devise de BNI, nous refusons la crise. Chaque membre vient pour contribuer à développer le chiffre d'affaires de l'entreprise des autres. Qui donne, reçoit, c'est le principe de ce réseau privé très structuré, né aux États-Unis il y a une vingtaine d'années. Pour la France, c'est arrivé un petit peu plus tard, c'est arrivé fin 2004, début 2005. Sur les 12 derniers mois glissants, c'était 230 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel de premier niveau généré pour et par les membres au sein des groupes. Et puis sur la région, parce que c'est ça qui nous intéresse, la région centre, à fin octobre, c'était 16 millions d'euros pour les 550 membres répartis dans les 24 groupes opérationnels qui existent aujourd'hui dans cette région centre. Première réunion en fin de semaine dernière, une centaine de personnes est venue faire connaissance avec l'organisation. Prise de contact, puis échange direct et rapide de cartes de visite. Le principe semble déjà séduire les participants. Le système de fonctionnement reste celui du bouche à oreille et c'est celui qui permet de véhiculer un peu sa notoriété puis son image. Il y a des témoignages de personnes qui nous connaissent, tout simplement. Et c'est quelque part une des méthodes les plus anciennes et qui est les plus fiables, finalement. C'est bien organisé et puis on mesure en fait les résultats puisqu'ils tiennent en fait des tableaux d'échange de recommandations, de chiffres d'affaires réalisés. Donc on a réellement, je veux dire en chiffres, en fait, les résultats en fait, de la méthodologie. Mais pour que cela fonctionne, il ne faut pas de concurrence. D'où le principe immuable de un membre par secteur d'activité. Nous faisons en sorte de faire entrer des gens en qui nous avons confiance. Donc par définition, on ne peut pas dire que ce soit de la cooptation, mais c'est tout comme. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un réseau
à qui il va présenter le BNI. Lorsque le réseau peut entrer au BNI parce qu'aucun membre de cette activité-là n'est représenté à l'intérieur du BNI, alors nous laisserons les gens intégrer via une voire deux séances de travail pendant lesquelles ils vont pouvoir observer, questionner, etc. Mais l'échange de recommandations a un prix, 150 € le droit d'entrée, 870 € de cotisation annuelle. Car derrière l'aspect chiffre d'affaires, c'est la notion d'emploi qui est mise en avant par BNI. Les groupes sont implantés localement parce que ça permet aussi de maintenir et de développer l'emploi. Ce groupe, par exemple, ici représente à peu près 275 emplois locaux pour l'ensemble des membres. Donc c'est quelque chose pour nous qui est très important, c'est une création de richesse locale. Le groupe BNI Berry Business 36, comme les autres, va désormais se réunir tous les vendredis de 7h30 à 9h. 18 membres sont déjà actifs, la place est encore ouverte pour de nombreux secteurs d'activité. L'an passé, les organisateurs du marché de la truffe à Issoudun étaient contraints d'annuler la manifestation faute de truffes. Cette année, il aura bien lieu, ce sera le 22 décembre au Pepsi. Pour nous en parler, nous recevons Daniel Lavenu, le président de l'association Truffe Lentilles Vertes du Berry. Daniel Lavenu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, bonne nouvelle pour les amateurs de truffes. Oui, l'année est plutôt prometteuse. L'année dernière, bien sûr, il n'y avait pas de truffes. Mais cette année, on est un peu plus confiants. Nos amis d'Indre-et-Loire et nos locaux ont trouvé quelques truffes. Et je pense que pour le 22 décembre, nous aurons de la truffe. Bien. Nous aurons de la truffe. Vous aurez de la truffe. Alors, pour la petite histoire, en fait, ce sera le 11e marché de la truffe, c'est ça? C'est le 11e. Donc, il existe depuis 2011, je crois. Non, alors ça fait depuis 2011 qu'il propose une production locale, pardon. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Il y a deux marchés qui n'ont pas pu être organisés parce qu'il y avait une fois du gel et l'année précédente, il n'y avait pas de truffe. Donc, c'est le 11e marché. Très bien. Alors, où peut-on trouver des truffes ici dans le département? La Champagne-Berrichonne, ouais. Qui comprend l'Indre et le Cher. Donc, nous avons quand même 64 adhérents. Pas tous planteurs, bien sûr, mais nous avons bien une quarantaine, 45 planteurs de chênes truffiers. On ne va pas dévoiler les endroits exacts. Hein. Non, mais bon, ça se sait quand même. Donc, ouais, ça voilà. se sait. Nous en avons sur Issoudun, nous en avons sur Condé, nous en avons sur Havaille. Voilà, une petite commune autour. Très bien. Donc en 2011, vous aviez vendu 28 kilos de truffes, c'est ça? Tout à fait, 28 kilos de truffes. Et nous avions manqué beaucoup de truffes. C'est une année où il y a peu de truffes. Cette année, nous pensons augmenter ce volume. Ouais. Voilà, donc s'il y a du volume, je pense que les truffes seront à un tarif raisonnable. Parce que justement, ça se calcule en fonction d'un cours, c'est ça? Je pense, à l'approche des fêtes, il est vrai que les truffes montent. Hein. Ouais. Mais s'il y a un volume important, elles seront dans des prix raisonnables. D'accord. Vous êtes soucieux de la qualité sur ce marché. Il y a des catégories de truffes d'ailleurs. Absolument. L'apport des truffes ne correspond pas à la vente. Les truffes, mettons si on apporte 20 kg de truffes, sur le marché vous allez en retrouver peut-être 12 kg. Le reste sera retiré de la vente. Nous tenons absolument à avoir des truffes irréprochables. Elles sont lavées et auscultées une par une. Une par une. Une par une. C'est minutieux, c'est pointilleux. Justement, comment ça se passe sur le marché? Donc, ouverture des portes 9h30, c'est ça? L'ouverture des portes pour les producteurs, c'est 7h le matin. Ouais. Et après, on a des experts qui passent et qui vérifient les truffes, comme j'ai dit, une par une. Ouais. Ensuite, à 10h, la cloche, on actionne la cloche. Alors ça a l'air spectaculaire. Hein. C'est spectaculaire et ça, il ne faut pas le manquer parce qu'il y a une ruée de gens qui foncent sur C'est comme les soldes, tout le monde. C'est comme les soldes, exactement. Et ça, je tiens à le préserver parce que c'est très original. Et les gens là se ruent sur les bancs, là. C'est extraordinaire. Comment se mange la truffe? Moi, je n'y connais rien. Hein. Je suis Alors, pas très la bonne truffe se cuisinière. mange en accompagnement souvent. Hein. Si on a des moyens plus importants, on peut la manger dans un feuilleté, par exemple, avec une petite sauce Périgueux, un truc comme ça. Mais on la met sur des pâtes. On la mange aussi avec des œufs brouillés, en omelette.
on peut la faire avec un beurre de truffe. Moi, quand j'étais en activité, je la faisais également en crème glacée. Voilà, et en truffe, chocolat et truffe. C'est un milieu de passionnés, la truffe, hein, j'ai l'impression. Il faut être passionné, parce que vous savez, on plante, mais on ne récolte pas comme ça. Hein. C'est pas comme une récolte de blé où on plante en automne et on récolte en été. Là, il faut des années, et puis on n'est pas sûr de trouver de la truffe. Alors vous êtes originaire de la région, vous avez vécu dans le Périgord où là il y a beaucoup de truffes. Tout à fait. Quelles sont les autres régions qui seront présentes sur le marché qui ont beaucoup de production justement? Alors nous aurons nos amis de Touraine hein, qui nous aident beaucoup parce que nous n'avions pas de truffes jusqu'à maintenant. Donc les apports étaient faits par nos amis de Touraine, aussi de Charente-Maritime, nos amis également du Blanc, du Blanc. Et puis on aura certainement nos adhérents. D'accord. Alors vous me confiez tout à l'heure que les meilleures truffes, on les trouve en janvier. C'est-à-dire qu'il faudrait que Noël soit le 15 janvier. D'accord. Très bien. Et puis on aura l'occasion donc sur ce marché justement de déguster la truffe le midi. Il y a un repas qui est organisé à 25 €. La truffe sous tous ses états. Tout à fait. Nous avons également des ateliers de cuisine. C'est ça. Nous avons les restaurateurs de l'Indre aussi. Nous avons les tables gourmandes qui font des dégustations gratuites. Hein. Allez, un vaste programme. Un petit clin d'œil aux bénévoles parce que tout ça c'est organisé par des bénévoles. Tout à fait. Sans nos bénévoles, nous ne pourrions pas réaliser ce marché. À ce prix, d'ailleurs, les repas à ce prix. Hein. Nous avons de jeunes restaurateurs qui travaillent dans les cantines municipales, nous avons d'anciens restaurateurs, nous avons la cognette, parce que sans la cognette, je pense qu'il serait impossible de faire cela. Très bien, Monsieur Lavenu, on vous souhaite beaucoup de succès pour ce 11e marché de la truffe. Merci beaucoup. Et on vous retrouvera d'ailleurs à ce moment-là. On rappelle, ce sera le 22 décembre au Pepti à Issoudun. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se quitte pour une courte page météo. On se retrouve juste après pour le top chrono. À tout de suite. Laurent Forta nous a rejoint pour la chronique Top Chrono. Bienvenue Laurent, grosse pression aujourd'hui, on a un grand menu et en parlant de menu, on a un invité qui reste avec nous, Monsieur Lavenu. Oui, je ne sais pas si la recherche de truffes c'est du sport, mais je pense que oui un petit peu. Et puis, c'était un pâtissier de renom. Mais avant, donc il a eu une autre vie dans le sport, c'était un boxeur également de renom. Voilà, beaucoup de boxe dans le passé. Bon, on va attaquer, Laurent, avec les exploits d'un jeune homme qu'on avait reçu ici sur ce plateau. À Top Chrono, oui. Magnifique. Oui, c'est notre chouchou de l'extrême. C'est notre chouchou de l'extrême. Voilà. C'est notre petit prince du désert. Voilà. C'est vrai. Aurélien donc, Simonet, qui, après la diagonale des fous, a fait la transe 333, c'est-à-dire 333 km dans le désert marocain. Et le plus fou dans l'affaire, c'est qu'il a une préparation originale, atypique, qui lui appartient à lui seul. Il ne s'est pas inspiré d'un coach, d'une méthode scientifique. Il a fait ça au ressenti. Alors, par exemple, il se mettait avec sa parka, il faisait des steps dans un sauna, il mettait une bouteille d'eau à l'extérieur, il demandait qu'on ferme la porte de l'extérieur pour ne pas avoir à prendre l'eau pour travailler son mental. Ou alors, pour également affronter le froid
de la nuit du désert, eh bien, pendant ses vacances, il allait au ski et donc il se mettait en maillot de bain, torse nu en maillot de bain, et il faisait les pistes comme ça pour s'habituer au froid. Je croyais que je mettrais dans un confort. Ah, il est capable. Non, je ne le ferai plus. Voilà. Je ne le ferai pas. Moi non plus. Donc, il est revenu avec de magnifiques images vrai. de son périple, et puis on va les revoir sur une magnifique musique choisie par Aude Rybachenko. C'est un peu Une magnifique musique digne d'un film de Spielberg. d'aventure. Ah, C'est oui. parti. Allez, c'est parti. Salut. C'est génial, hein. Je pense que ça, c'est parti là maintenant, là, non? Ouais, ça y est, ouais. Hein, bon, on a déjà fait le plus dur, on a fait les 2 premiers kilomètres. C'est génial. C'est génial. À 10 à l'heure. Déjà première galère, CP1, on vient de se cogner 4 bornes de plus alors qu'on suivait le cap, on comprend pas trop, mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Je vous laisse apprécier un petit puits qu'on cherche depuis tout à l'heure. Nous on est reparti pensant finir hier soir et puis malheureusement l'orga, ou heureusement peut-être, l'orga a décidé de nous obliger à un arrêt forcé de 3 heures pour dormir. Voilà, c'est donc le cas et donc les 3 heures sont passées et donc on repart. L'arrivée, ça y est, on l'a l'arrivée. Des belles images. Moi, ça me donne soif, ces images. Quand je regarde ça. Ouais, c'est vrai. Un peu de truffes, ça leur ferait du bien d'arriver, non? Pas sûr. Pas sûr. C'est impressionné, Daniel. Hein? Ah, tout à fait. Et c'est pas fini Ce avec sont des phénomènes. Ouais. Alors, c'est un phénomène qui n'a pas terminé ses défis. Oui, ils étaient 4, je crois. Hein. Alors, oui, et dans leur périple, dans ce périple, ils ont connu quelques mésaventures. Et donc, ils ont perdu un concurrent en route qui a été pris de délire avec la fatigue. Donc, il se prenait pour un pilote d'avion. Et il voyait des sangliers partout. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément dans le désert, des sangliers. Donc, bon, lui, par contre, il a dû arrêter. Oui, exactement, exactement. Et puis, donc, il a d'autres projets. La vallée de la mort, 260 km aux États-Unis sur la route 66 par 50 degrés. Voilà. Et sinon, eh bien, il veut faire aussi le mont Fuji. Là, par contre, c'est aussi très très costaud. Là, tout va bien. Ouais, tout va bien. C'est un fou furieux, ce jeune homme. Hein. Tant qu'il a des folies comme ça, c'est que tout va bien. Voilà, c'est bien. On va attaquer l'agenda, Laurent, je vous propose, là, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On y va, on y va. Allez, on va commencer avec l'ouverture de la patinoire, justement, à Châteauroux. Ça s'est ouvert samedi avec un invité de prestige. Candeloro, le show Candeloro, qui est venu donc inaugurer cette patinoire. On va regarder les images.
Alors, je ne vais pas citer le nom de la personne qui a fait ces images, mais elle a bien aimé le cow-boy torse nu, qui s'appelle Guillaume. Ah ouais? Oui. C'est pas On ne dira Vincent rien. B? Ce serait pas Vincent B? Je ne dirai rien. Je ne C'est dirai bien. rien. Donc, cette patinoire est ouverte jusqu'au 5 janvier, tous les jours, avec des cours le week-end. On notera également que pour pratiquer le patinage, il y a également Issoudun sur toute l'année. C'est vrai. Allez, on enchaîne avec le Téléthon ce week-end. Téléthon, alors il y en a un peu partout, il y a des défis sportifs partout. On a choisi Saint-Ouen, l'Avenir Club de Saint-Ouen, la municipalité, qui vont s'associer de nouveau à cette action. Il y aura des beignets pour vous, Sarah, et les sportifs feront de la course à pied pendant tout J'aime pas ça. ce week-end. Voilà, il faudra essayer de battre le record de l'année dernière, 3500 € de dons. Voilà, donc c'est un peu l'objectif de Didier Clavelot et toute son équipe. Très bien, un petit mot de foot avec un match amical. Pour les accros de la Berry joue un amical donc contre Clermont à Guéret vendredi 15h. Omnisport 36, donc à Châteauroux. Oui, donc, et le vainqueur est, on le saura vendredi soir, puisque c'est les 36 d'or organisés par le Conseil général et le CDOS. Et donc 36 d'or, 36 d'argent, 36 de bronze et un 36 d'honneur pour élire le meilleur ambassadeur, non pas de la truffe, mais du sport indrien. Très bien. Du rugby? Si vous voulez, avec les minots, les écoles de rugby du département, qui vont se rassembler samedi après-midi. Alors c'est U7, U9, U11, U13 pour un super tournoi avant les vacances de Noël. C'est à Frappel tout l'après-midi. Super, on enchaîne avec du basket. Alors ça va être la fièvre du samedi soir, samedi au Poinçonnet, avec les filles du Poinçonnet qui reçoivent la glacerie. Le Poinçonnet leader qui reçoit son dauphin. Donc ça va être un match de feu, l'occasion vraiment rêvé pour le Poinçonnet de se faire la belle en tête du championnat. À 20h, il faut y aller. Allez, on poursuit avec du handball. Du handball. Avec les filles. Bravo. Donc ce sont les filles d'Issoudun qui reçoivent Châteauneuf à 19h. Un match abordable puisque Châteauneuf est pas très bien classé et Issoudun vise le podium. Handball pour les garçons. Donc vous aurez compris que les filles d'Issoudun s'étaient enlevées de rideau et les garçons à 21h qui prennent la suite. Et là, c'est un derby haut et en couleur qui nous est promis avec l'Églantine de Vierzon qui vient donc à Issoudun. L'Églantine qui joue la montée et Issoudun qui joue le maintien. Ça va être chaud brûlant. Cross-country. Alors, ce sont les crosses départementaux à coin serré. Il y en a coin serré. Coin serré, tout à fait. C'est rigolo comme nom. Ah bon? Ça vous fait rire, ça? Ouais, j'aime bien. C'est curieux. C'est plutôt à serré coin. Ouais, si vous voulez, mais on peut mettre les deux. Donc, c'est à partir de 10h30 jusqu'à l'après-midi. Ça va de 800 mètres à 8 km. Et vous aurez compris que c'est des minots aux vétérans. Allez, du rugby. On retrouve le rugby. Alors, les amoureux du RAC pourront suivre le RAC à Cournon pour la séance de rattrapage pour mettre à jour le calendrier, puisque sinon c'est la trêve. Et donc, le RAC va à Cournon en essayant de décrocher au moins le bonus défensif. Et pourquoi pas rêver du jackpot avec une victoire et qui mettrait le RAC sur le podium avant la trêve. Ce serait un beau cadeau. Termine avec du foot, Laurent. Oui, en PH, en régional. Donc, il s'agit du Poinçonnet. On retourne au Poinçonnet qui va jouer contre les Portugais de Bourges. Là, c'est le match de la peur puisque le Poinçonnet dernier reçoit... L'avant-dernier, c'est pas marrant pour eux, mais bon, voilà, c'est la fin de journée. Bravo. Là, je dis champagne, tout le monde. Merci Laurent pour ce top chrono parfait là, parfait au niveau du temps. Monsieur Lavenu, merci beaucoup d'être resté avec nous. Voilà, on se dit au revoir, on se dit à la semaine prochaine. C'est la fin de ce Bip Info. Tout de suite le point sur la météo, la suite des programmes. C'est à 19h avec Berry Match. Vous saurez tout sur l'avenir de la Berrichon Football. À 21h, un documentaire qui s'intitule L'enfance difficile, affaire d'État. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée.